Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour Philippe Béchade. Je rappelle Bonjour. que vous êtes rédacteur en chef aux publications Agora et qu'à ce titre, évidemment, vous maîtrisez la vie économique française et nous sommes tous surpris par la manière dont la discussion sur le budget à l'Assemblée nationale a commencé curieusement par le volet sur les recettes plutôt que de s'attaquer au volet sur les dépenses. Alors, aucune surprise, quand on se met dans la peau d'un élu, on pense d'abord à sauvegarder, à garantir qu'il y aura assez d'argent pour payer mon mandat de député. En tout cas, on a l'impression que c'est un petit peu comme ça que ça résonne. Euh, Depuis, en fait, presque 2 ans, on comprend que le gouvernement et les gouvernements successifs mettent effectivement l'accent sur le fait que les Français vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, si jamais quelqu'un devait réduire les dépenses, c'est d'abord les Français qui sont les responsables du creusement des déficits, n'est-ce pas? Bien sûr. Trop nombreux à être retraités, à toucher des retraites trop généreuses. À aucun moment, bien sûr, il ne serait question de demander un effort à des députés qui se sont augmentés de 250 euros par mois ou à des sénateurs qui se sont augmentés de presque le triple parce que, mon Dieu, Paris, ça coûte cher et que on se demande si d'autres Français rencontreraient les mêmes difficultés. Non, évidemment. Donc, le logiciel des élus s'éloigne de plus en plus de celui des électeurs. Et on a quand même beaucoup d'élus, de droite à gauche, où le logiciel semble être le logiciel socialo-collectivo-communiste des années 70-80. On a l'impression que c'est Mitterrand le retour. Alors Mitterrand le retour effectivement avec on repart sur la taxation des fortunes. Alors Macron avait supprimé l'ISF, là on nous explique qu'on va taxer le capital improductif et ce capital improductif, on se rend compte en fait que c'est tout et n'importe quoi, les bijoux et les œuvres d'art. Alors on rectifie ce que Fabius avait mis de côté pour sa propre fortune, donc c'est presque une chance, mais surtout on se rend compte que il y a une idée qui d'ailleurs est assez macronienne, il faut quand même le rappeler, que tout ce qui n'est pas investi dans l'économie de la manière la plus liquide qui soit, dire tout ce qui est de l'ordre de la résidence principale, puisqu'elles sont exonérées d'impôts jusqu'à une valeur de 1 million, mais elles sont censées, si tout passe, être taxées à partir de 1 million. Tout ce qui est en fait un capital qui n'est pas d'emblée injecté dans l'économie, tout ce qui est de l'ordre de la transmission et de l'héritage, est en fait considéré comme étant une espèce de vol organisé par les riches au détriment de la communauté. Oui, ça, on connaît également le logiciel du président. Euh, c'est la chasse à la rente, en tout cas ce que lui considère comme de la rente, et l'obligation d'être dans ce qu'on appellerait la prise de risque. En réalité, la prise de risque a été encouragée pour les très, 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 très hauts patrimoines lors de la suppression de l'ISF. Pour le petit entrepreneur qui ne dispose pas de 27 filiales dans des paradis fiscaux, c'est bien l'enfer fiscal qui lui est proposé et qui rend donc presque d'entrée de jeu impossible qu'il devienne un jour un de ces fameux millionnaires ou milliardaires qui, grâce on va dire, la mansuétude de Macron, ont pu tripler, quadrupler, quintupler, voire décupler leur fortune depuis 2017. Donc il y a effectivement une espèce d'angle mort dans la vision de Macron, c'est que il n'a pas compris, pas saisi que dans un enfer fiscal auquel il n'a absolument apporté aucun remède, sauf pour les ultra riches, il n'y a justement pas moyen de créer de la richesse.
En fait, les ultra riches, on va laisser ce mot qui existe surtout dans la bouche de l'extrême gauche, parce que rappelons qu'avec François Hollande, on est riche à partir de 4 000 euros de revenus mensuels, donc je ne sais pas, à partir du moment où on est extrêmement riche, puis ultra riche, j'ai l'impression que quand j'entends ultra riche, j'ai l'impression de les entendre parler d'ultra droite. Les ultra riches, surtout, ont considéré que, étant donné que la France est un pays où il y a déjà un taux de prélèvement absolument de malade mental, que les cadeaux, entre guillemets, fiscaux que leur faisait Macron leur permettaient de sécuriser leur fortune et pas du tout d'investir, car Macron, contrairement à ce qu'il a prétendu, n'a jamais encouragé les Français à investir, et les entreprises ont profité des nouvelles législations pour sécuriser leurs fonds propres, racheter leurs actions. Autrement dit, elles se sont organisées en bons pères de famille et pas du tout en patriotes se lançant dans des vastes projets de réindustrialisation de la France. Là-dessus, en fait, les entreprises n'ont jamais fait confiance à Macron. Non, enfin, je pense que là, c'est même pas faire confiance à Macron. Les multinationales, celles qui ont traversé toutes les épreuves, les années Mitterrand, puis le krach technologique de 2000 à 2003, puis euh, la grande crise financière, savent que en France, il n'y a rien de plus instable que la fiscalité. C'est-à-dire que ça aurait pu être un autre que Macron, et les présidents passent, mais Bercy reste. Bercy, ces énarques, ces inspecteurs des finances, ces gens qui ont pour mission, justement, de garantir que les recettes permettront à l'État de poursuivre son destin un peu socialiste, il faut bien le dire, puisque quand on prélève 57% de la richesse, c'est qu'on est quand même dans un pays qui est très, très, très socialiste. Bon, eh bien, quand on est une grande entreprise, on sait que du jour au lendemain, on peut avoir une dissolution, on peut avoir après une majorité, ah bah tiens, qui pourrait être très marquée à gauche, qui déferait ce que le gouvernement a fait, qui allait peut-être dans le bon sens pour les entreprises. Mais c'est vrai que depuis que Macron est au pouvoir, les multinationales n'ont pas cessé de délocaliser. Euh, alors certaines par nécessité, parce que par exemple dans le secteur automobile, vu l'avalanche de normes, il n'y a pas moyen de produire un véhicule bon marché, ou en tout cas accessible à la majorité des Français, le faire fabriquer en France. Donc on est obligé de continuer de faire produire hors de nos frontières. Et les constructeurs, les équipementiers vous diront effectivement le salaire avec les charges sociales me coûte certainement plus cher que n'importe où ailleurs en Europe. Et puis surtout, il y a la fiscalité qui suit, qui ne s'arrête pas donc à celle qui porte sur les salaires, et qui fait que j'ai tout à fait intérêt à produire également hors des frontières. Donc les multinationales n'ont en aucun cas, ne se sont montrées en aucun cas de vrais patriotes. Et on cite toujours l'exemple de Bernard Arnault, qui a créé, c'est vrai, des emplois en France, mais il en crée plus à l'étranger. Et c'est le cas de toutes les multinationales françaises cotées au CAC. Elles produisent toutes beaucoup plus de richesses et d'emplois à l'étranger qu'en France. Et il faudra un jour qu'on se pose quand même la question de savoir pourquoi. Alors Là, qu'on on leur pourrait fait déjà se poser pourtant... la question de savoir qui détient ces entreprises, parce que Emmanuel Macron parle aux Français tout en les détestant. Il leur parle d'ailleurs le plus souvent depuis l'étranger pour leur expliquer que le patriotisme français n'a aucun sens et qu'il faut tous être européens. Et donc, on se retrouve avec des entreprises prétendument françaises dont peu à peu la majorité du capital est en fait détenue par des investisseurs étrangers qui n'ont pas de raison de considérer la France mieux que Macron ne la considère elle-même. Oui, oui, c'est vrai. Quand on entend ce que Macron dit des Français, on n'a effectivement pas
envie d'investir dans un pays de Gaulois réfractaires, analphabètes, et que lorsqu'on est président, bah, finalement, on a bien envie quand même de les emmerder quand ils font pas exactement ce qu'on veut qu'ils fassent. Donc, Voilà, on ne voit pas pourquoi une entreprise dont 40, 50, 52, 60% du capital est détenu par l'étranger aurait envie d'investir en France. On va revenir sur les recettes, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Un article dans le Figaro vient de signaler la grande détresse en fait, des équipementiers automobiles. On est en train d'assister à un immense plan de licenciement à bas bruit, voilà, parce que Stellantis est toujours là et Renault, mais en fait, on se retrouve avec beaucoup d'équipementiers qui sont en train de mettre la clé sous la porte ou de licencier. Et par ailleurs, c'est amusant, Emmanuel Macron qui passait son temps à vouloir attirer les investissements internationaux avec ses grandes messes Choose France, a décidé là d'organiser un événement Choose France réservé aux investisseurs français, aux patrons français. Et d'ailleurs, plutôt que de les recevoir à Versailles, comme les gens bien qui font partie de la classe mondiale, il les recevra à la Maison de la Chimie, ça coûte moins cher, c'est des Français, il n'y a pas de raison de les traiter aussi bien. Je serai entrepreneur, je viendrai au Choose France, j'aurai juste l'impression de rentrer dans un coupe-gorge et de filer mon adresse au bourreau, puisque avec tout ce qui est en train de se décider en ce moment à la Chambre, on voit que on a... au fur et à mesure des discussions, éliminer toutes les dépenses de l'État qui auraient pu être disciplinées, sans revenir sur le fond de l'affaire et notamment la gestion désastreuse des retraites par l'État. On a mis de côté la réforme des retraites, donc on va continuer à dépenser autant. Et en revanche, on a considérablement alourdi tout ce qui est fiscalité des entreprises et différents impôts. Là, pour le moment, on en arrive à un point où ceux qui payent l'impôt en France, 10% des ménages payent 76% de l'impôt sur le revenu et les entreprises sont taxées avant même qu'elles n'aient réalisé un profit. On est quand même en train d'assister à un matraquage fiscal absolument incroyable, alors que le gouvernement avait promis depuis un an, les gouvernements successifs, que bien sûr, on n'augmenterait pas les impôts. ah oui, oui, ça, là, les entreprises, elles prennent cher. Et quand vous prenez la liste des propositions hein, d'alourdissement de la fiscalité, alors il y a bien sûr une espèce de, de liste à la Prévert côté LFI, Parti socialiste, mais en réalité, quels sont les amendements qui visent réellement les entreprises et les multinationales? Ce sont ceux déposés par le gouvernement. Donc, on a une taxe sur les holdings, l'augmentation de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises, on a la prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus, on a le doublement de la taxe GAFAM. Enfin, ça vient de Renaissance, mais enfin, c'est tout comme si c'était le gouvernement. Donc, après avoir effectivement fait des cadeaux aux riches, on a l'impression que d'un seul coup, le gouvernement donne des gages à la gauche, voire l'ultra-gauche. Alors, je vous rassure, si c'est le gouvernement qui a déposé ces projets, ça a été évidemment validé à la fois par LFI, ça a été validé par le PS, et en ce qui concerne le doublement de la taxe GAFAM et la prolongation de la contribution différentielle, ça a été également approuvé par le RN. Donc on voit que là, c'est tout le spectre et tout le personnel politique de droite à gauche qui considère qu'effectivement, les entreprises, les grandes entreprises, doivent cracher au bassinet. Donc voilà, on voit qu'il y a certains projets qui transcendent littéralement toutes les classes politiques. Et j'en ajouterai une autre qui a également été approuvée par la totalité des formations, c'est l'élargissement de l'impôt minimum sur les bénéfices des multinationales, qui a été donc, alors pas proposé par LFI, mais également approuvé par le PS, par le gouvernement, par le Rassemblement national,
tout le monde en France est bien d'accord pour dire que les entreprises doivent être surtaxées. Et personne ne dit que les PME françaises sont pratiquement les plus taxées d'Europe. Et là, il n'y a jamais rien qui est prévu pour elles. Je voudrais qu'on revienne sur les deux points que vous venez d'évoquer, notamment la taxation des profits des multinationales, où là, miracle, tout le monde est d'accord, donc on est vraiment dans le cadre de la responsabilité façon Le Cornu, je souligne au passage que lorsque le RN est d'accord, ça ne fait pas comme avec la remise en cause de l'accord franco-algérien, personne ne hurle au fascisme, tout le monde a l'air de considérer que le RN a bien voté. Sur cette taxation des multinationales, il y avait quand même quelque chose de choquant que les législations françaises, européennes et mondiales permettent à une entreprise de faire des profits dans un pays en bénéficiant des infrastructures de ce pays et ensuite, par un jeu purement comptable, de faire en sorte que l'ensemble des profits s'envolent vers d'autres pays. On voit que la législation de l'Irlande est particulièrement permissive de ce côté-là, mais aussi le Luxembourg, surtout quand il a été dirigé par un ancien président de l'Union européenne. Donc le fait qu'on dise aux entreprises multinationales, si vous faites des profits en France, si vous faites en sorte d'utiliser le système français, payez vos impôts en France, ça, c'est pas choquant. Non, mais tant qu'il existera au sein de l'Europe une Irlande, des îles anglo-normandes, qu'il existera des régimes tels que ceux qu'on connaît en Hollande, hein, très très favorables pour les holdings, et le Luxembourg avec ses rescrits, c'est-à-dire que vous pouvez négocier une taxation forfaitaire des profits, qui n'aurait donc plus aucun rapport avec un pourcentage sur l'ampleur des bénéfices. Tant que vous avez des trous noirs au sein de l'Europe, tous les pays et toutes les multinationales européennes utilisent exactement les mêmes paradis fiscaux de la même façon. Autrement dit, il n'y a rien à faire pour que les multinationales reversent plus. Alors c'est vrai que la taxe GAFAM, bon, bah là, ça permet de taxer effectivement indirectement des profits, parce qu'on sait très très bien que les GAFAM déclarent faire un profit forfaitairement de 10% sur le chiffre d'affaires qu'ils réalisent, et que 70% des profits, ce sont des royalties qui sont dues à une filiale irlandaise, qui elle-même recycle ça au sein une holding néerlandaise qui va ensuite négocier un rescrit tout à fait symbolique, un versement d'impôt qui doit représenter peut-être 1 ou 2% des profits au final. Ce qui fait que toutes les multinationales européennes, ce n'est pas que les multinationales françaises, celles sur lesquelles Bercy peut déchaîner toute son imagination, toutes arrivent plus ou moins à s'en sortir avec une taxation de l'ordre de 9% des profits. Et ça, on ne peut effectivement rien y changer, puisque là, ça ne dépend plus de nous. En revanche, effectivement, la taxation des GAFAM, quelque part, ça permet de récupérer un petit peu d'argent. Mais à ce moment-là, pourquoi viser spécialement les GAFAM? Puisque la totalité des multinationales européennes, la totalité des multinationales américaines, et qui font évidemment beaucoup de chiffres d'affaires en France. Il n'y a pas que les GAFAM, hein. Le S&P 500, c'est 500 valeurs qui, pour la moitié d'entre elles au moins, font du business en France, ou ont au moins un petit bout de tour à la Défense ou un siège social dans les beaux quartiers. Donc, on peut pas faire grand-chose, effectivement, spécifiquement pour rétablir, pour faire rentrer l'argent des multinationales, tant que l'Europe et même tous les pays dans lesquels les multinationales opèrent, tant que cela propose de blanchir quelque part les profits et les mettre à l'abri de toute forme de taxation.
Voilà, donc l'Union européenne, effectivement, a organisé depuis plusieurs décennies ses propres paradis fiscaux. Et donc ça, évidemment, Emmanuel Macron et ses alliés ne le remettent jamais en cause lorsque l'Union européenne pourrait le faire. Le deuxième volet de ce que vous avez dit concernait les PME et les ETI en expliquant, et vous avez parfaitement raison, que ce sont les plus taxés en Europe et sans doute dans le monde. Sur cet impôt sur le capital improductif, Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national a expliqué que justement, le fait de mettre en avant un impôt sur le capital improductif était en fait une incitation indirecte à investir dans les PME et les ETI. Est-ce que vous avez l'impression que les gens qui ont un capital dit improductif vont être capables de réaliser ce capital, de le liquider, en fait, de vendre châteaux, maisons, collections d'œuvres d'art et bijoux de famille pour immédiatement le réinvestir dans le soutien aux PME et aux ETI, pourvu qu'elles soient ouvertes à l'idée d'une augmentation de capital? Alors je dirais pourquoi pas, mais si jamais je devais investir dans des PME, PMI françaises, et aller m'impliquer financièrement, injecter du capital, je le ferai certainement pas au travers d'une structure française, puisque à la sortie, donc on va m'appliquer une flat tax de 30%, alors que si je vais chez un voisin, allez, pour pas citer l'Italie, l'Espagne, le Portugal, il y a 0% de taxation sur le dividende que va me verser l'entreprise. Euh, donc l'enfer, il est là aussi. C'est que si vraiment je suis dans la peau d'un de ces multimillionnaires ou multimilliardaires, si je vais investir en France, si c'est pour me faire confisquer alors 30%, puis bientôt 31,5%, parce que c'est ce à quoi on aboutit avec les derniers amendements visant à alourdir la fiscalité sur le capital. Je pense qu'on sera probablement à 33% à la fin des discussions dans les commissions parlementaires. Et si jamais on laissait LFI, la taxation des dividendes serait à 70 ou 75%. Bon, mais c'est zéro chez nos voisins. Donc, je vois pas vraiment l'intérêt de venir en France pour partager 30, 33, pourquoi pas demain 50% des bénéfices avec un État qui, en réalité, se garde 57% déjà de la richesse nationale et en plus de ça, le redistribue à ses obligés. Parce que là aussi, si moi, je veux bien payer 30% si à la sortie, j'ai un système éducatif fantastique qui me sort les meilleurs ingénieurs du monde, les, les chercheurs les plus créatifs. Si, quand j'arrive aux urgences, je pense qu'au bout de 30 minutes, si j'ai un truc qui saigne un peu ou un soupçon de fracture, je suis déjà dans la salle en train D'être soigné? de subir une radio ou un IRM. S'il y avait de la vraie qualité dans le service, à la limite, on se dirait, ouais, en France, c'est 30% sur les bénéfices, mais il y a le moindre souci. Immédiatement, vous êtes pris en charge médicalement. Vos enfants vont se retrouver dans le système éducatif le plus performant au monde. Si j'ai un petit souci fiscal, tout de suite, j'ai quelqu'un au téléphone qui va essayer de voir si on peut résoudre mon problème. Si j'ai besoin de documents, de papiers pour aller faire des affaires à l'étranger, ah bah là, grâce à nos super fonctionnaires qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde, si j'ai un petit souci, ces gens-là vont tout de suite essayer de me débrouiller mes problèmes. Ils vont remuer ciel et terre pour me trouver le bon contact dans un pays où je suis en train de voir si je peux implanter une filiale, etc. La France, c'est cher, oui, mais c'est un service, c'est du 5 étoiles. Et là, aujourd'hui, on arrive, c'est pas un 5 étoiles, on est dans quelque chose qui ne mérite même plus une étoile. Vous arrivez, il n'y a personne à la réception, vous montez dans les chambres, la lumière ne fonctionne plus. Le chauffage, on vous dit, ah bah le chauffage,
C'est très très cher, monsieur, hein. Si vous voulez que la pièce soit chauffée, il va falloir rajouter encore par rapport au prix de la chambre. Vous arrivez dans la salle de bain, les robinets ne fonctionnent pas. Je Voilà crois, ce qui est là. Philippe Béchat, je crois qu'on a compris. Excellente métaphore, vous avez eu raison de la filer. Je tiens à rappeler que nous sommes en train de recevoir Philippe Béchat et que vous êtes sur Radio Courtoisie et justement, il y a quelque chose à faire pour Radio Courtoisie. Il y a beaucoup de choses à faire pour Radio Courtoisie, la principale étant de nous aider financièrement puisque nous ne touchons aucune ressource publicitaire ni subvention. Alors s'il vous plaît, lignonautes qui nous écoutez ou nous découvrez ou auditeurs habitués ou distraits, rejoignez-nous sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne dès maintenant. Grand merci d'avance. Voilà, et pour le coup, investir dans Radio Courtoisie, c'est un bon investissement. Vous avez un retour sur investissement immédiat, ces émissions et une parole libre qui permet de défendre vos intérêts et vos valeurs. Philippe Béchat, dans ce qui est en train de se jouer à l'Assemblée nationale, et je voudrais quand même repartir sur ma question initiale, on a l'impression que si la France va mal, c'est parce qu'elle a une dette absolument gigantesque. Si elle a une dette absolument gigantesque, c'est parce que l'État dépense follement. Donc, on a l'impression qu'une loi de finances, c'est aussi pour, et Charles de Courson le disait, et d'autres le disent, on va commencer par diminuer les dépenses avant de s'exciter sur les recettes. Du côté des dépenses, aucune discussion n'est encore engagée. On n'en parle pas avant 2 ou 3 semaines. Alors, le jour où on se mettra à en parler, je voudrais bien savoir qui aura le courage de s'attaquer à tous ces petits privilèges dont jouissent ce que j'appellerais les petits marquis de la République. Les petits marquis de la République, aujourd'hui, c'est quand même tous ceux qui sont des obligés de la Macronie. Et je ne sais plus sur quelle chaîne du service public, quelqu'un est venu, a fait cet aveu absolument lunaire. Alors oui, il y a des trucs, il y a des éléphants dans la pièce comme les retraites. Encore faudrait-il préciser qu'il y a les retraites du service public archi déficitaires et les retraites du service privé où les choses sont équilibrées, où il y a même des réserves. Bon, je referme cette parenthèse, mais cette personne est venue dire la France et nos dépenses, c'est aussi, il a employé le chiffre, je l'ai réécouté, c'est ces centaines de millions de petites sommes d'argent qui disparaissent subrepticement, comme vous diriez, à bas bruit, et qui tombent dans les poches des obligés du système. Des centaines de milliers de petites fuites. Alors, c'est des petites fuites, mais ça peut être du 5 000 euros par-ci, 10 000 euros par-là, 30 000 euros par-là pour une ONG ou ce qu'on veut. 1,5 milliard promis par Macron pour aider les pays africains dans lesquels la guerre fait rage. Donc, ce qui est généreux, mais voilà, il y a des centaines de milliers de petites fuites, et puis il y a les grosses fuites où on ne sait pas où Macron va chercher l'argent qu'il promet. Oui, alors là, pour les grosses fuites, on va dire tout ce qui est supérieur à 100 millions, parce qu'en fait, il y a dans le logiciel des ponctionnaires qui aujourd'hui planchent sur le budget, ça vaut le coup de supprimer une niche fiscale ou d'augmenter une recette. Si ça dépasse 100 millions, en dessous de 100 millions, on considère que bon, là, ça vaut peut-être pas le coup non plus de passer des heures à en discuter. Donc, des sommes de 100 millions données, distribuées, je dirais, sans discussion parlementaire, par décret présidentiel, là aussi, il y a eu finalement, si on fait le total des 8 dernières années, où M. Macron était aux affaires, on atteint des dizaines de milliards distribués, on va dire, selon le bon plaisir présidentiel. Et quand on fait le total, ce sont des sommes supérieures au fameux déficit des retraites. C'est le tonneau des Danaïdes, il fuit de toutes parts. Et c'est vrai que on soutient des causes à l'étranger
qui sont peut-être effectivement très, très généreuses, mais dont enfin, je pense qu'on n'arrivera pas à démontrer que cette générosité dont on nous a fait preuve, et toute générosité est toujours un petit peu intéressée quand il s'agit d'aides d'État, ça ne nous fait pas revenir des contrats, des échanges de matières premières, hein, comme ça très très bien le faire les Chinois. Donc nous, on distribue vraiment de l'argent, alors je ne sais pas, pour se faire pardonner un passé colonial, ou pour se concilier un dirigeant dont on sait qu'on pourra compter sur lui lors des prochaines élections. Je ne sais pas comment on peut justifier de donner autant d'argent des contribuables français sans que les élus français aient à se prononcer. Et ensuite, on demande aux élus d'aller faire les poches de ces pauvres électeurs qui n'ont le contrôle démocratique de rien. Alors bien sûr, après ça, il y a l'affaire ukrainienne, où là, ce n'est pas des centaines de millions, ce n'est pas des milliards, c'est des dizaines de milliards. Et là, quand on parle de dizaines de milliards, là, on a d'un seul coup de quoi rééquilibrer le budget de la Sécu ou le budget des retraites, je le répète, du service public, puisque les retraites du service privé, ça va très bien. Joseph Touvenel était effectivement à notre antenne la semaine dernière et il rappelait que l'Agirc Arrco est bénéficiaire, réalise un excédent et 80 milliards de réserves. Voilà. Tout ce qui n'est pas géré par l'État, ça va bien. Ce qui est géré par l'État, effectivement, c'est un tonneau des Danaïdes. Les députés sont d'accord, en fait, pour augmenter les impôts, mais pour le moment, on ne sait absolument pas comment ils vont faire pour diminuer les dépenses. On est en retard dans le calendrier des discussions budgétaires. Il y a un effet dramatique. On nous explique qu'il y a 70 jours pour que la France ait un budget, parce que sinon, tout s'arrêterait. Alors, d'une part, évidemment, rien ne s'arrêtera. Il suffit de reconduire à l'identique le budget déjà calamiteux de cette année pour que les choses continuent. On ne risque pas une cessation de paiement comme aux États-Unis. Il y a donc ce volet des recettes nouvelles. Il y a encore 2000 amendements à discuter. Donc ce ne sera pas fini. Demain, on va s'occuper, on va laisser de côté les recettes. On n'aura pas abordé les dépenses. Demain, on va s'occuper de tout ce qui est sécurité sociale. Ah bah la sécurité sociale, ça c'est un des mensonges les plus récurrents et je dirais les mieux partagés par les gouvernements successifs, avec un discours qui ne change pas, hein, enfin, peu importe qui est à l'Élysée, les Français dépensent trop. Alors après ça, quand on va dans le détail, on va s'apercevoir que, il y a beaucoup de gens qui, effectivement, peut-être consomment de la santé, mais ne sont aucunement contributeurs. Donc ça, c'est un fait que la France, finalement, se montre très généreuse, une fois encore, en soignant la planète entière. Mais surtout, la sécurité, enfin la Sécu est déficitaire du fait du non-versement, hein, des recettes prévues. Il y a des tas d'exemptions, hein, qui font que les entreprises, au terme par le biais des contrats aidés, par le biais de la non-fiscalisation des heures supplémentaires, etc., ne versent pas les sommes prévues, hein, pour alimenter la Sécu. Il y a aussi des tas d'exemptions qui touchent les administrations. Et en fait, le déficit de la Sécu, c'est pas parce qu'on a consommé beaucoup plus de soins que ce que l'on avait prévu. En général, on ne se trompe pas beaucoup. D'ailleurs, il y a tellement aujourd'hui d'administratifs dans les hôpitaux, tout est tellement surveillé, hein, au centime près. Il y a des centaines de milliers de tableurs Excel, hein, qui contrôlent ce qui se dépense, qu'on ne peut pas se dire, tiens, l'année prochaine, je ne sais pas, parce qu'il y aura une nouvelle pandémie, on risque de dépenser beaucoup plus. Non, on sait à 10 millions près combien on va dépenser. Par contre, ce qu'on ne maîtrise pas, et là, ce sur quoi on devrait se pencher, c'est pourquoi toutes les recettes prévues ne sont pas versées. Et c'est ça
qui coule la Sécu. C'est le non-versement des recettes prévues. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'avec le déficit de la Sécu, on peut culpabiliser en disant, regardez, on a encore un trou, les Français ont encore trop dépensé. C'est ça, que ça soit la droite, la gauche, le centre mou, tout ce que vous voulez, ce discours-là, on l'entend depuis 25 ans. C'est une façon, effectivement, de dire aux Français, vous avez trop dépensé, donc il va falloir en rajouter de la CSG, de la CRDS, etc. Et les gens disent oui, oui, ça coûte cher les soins. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, la qualité s'est littéralement effondrée parce qu'on n'a plus effectivement les moyens d'embaucher assez de soignants. Et la réalité, c'est que Bercy sait parfaitement où se situe le problème et a instruction de ne pas aller réclamer l'argent. C'est ça, c'est que Bercy ne réclame pas l'argent aux institutions ou aux entreprises qui doivent le verser. Alors, Bercy ne réclame pas l'argent. En parallèle, on apprend qu'il y a de plus en plus de pharmacies qui ferment. Donc, non seulement les soins dans les hôpitaux se dégradent, mais bientôt, on ne pourra même plus acheter du Doliprane dans les campagnes. Et ce que vous nous dites, c'est que la vision que le gouvernement a et le monde politique des Français, ce sont des Français qui vivent trop vieux, reçoivent trop de retraites, font trop attention à leur santé, et donc il serait bon, en fait, que les Français meurent vite après avoir touché une retraite misérable qui leur permettra d'avoir une mauvaise santé pour laquelle ils ne seront pas soignés. Je plaisante à peine. On a vraiment l'impression que le bon citoyen français dans l'esprit des politiques aujourd'hui, c'est quelqu'un qui rentre rapidement sur le marché du travail, mène une vie de travail soutenue en donnant beaucoup à l'État et meurt rapidement, dire vers 65 ans. On est revenu en fait à l'immédiate après-guerre. On a l'impression que, en tout cas, la trajectoire sur laquelle on se trouve, c'est de revenir effectivement au 19e siècle. À la fin du 19e siècle, premier balbutiement de la société dite industrielle, où effectivement les patrons dictaient leurs quatre volontés et où les salariés recevaient peu d'avantages. Et où la gauche républicaine leur refusait d'ailleurs tous les avantages qui ne leur sont obtenus que par l'intervention des députés catholiques légitimistes à la Chambre. Ce sont eux qui ont permis notamment de régler le travail des enfants, de régler le travail des femmes enceintes, de régler le problème des syndicats, toutes choses qui n'étaient pas assez républicaines selon la gauche de l'époque. Mais c'est ma faute, je vous ai entraîné dans une discussion sur le 19e. Revenons au budget. Évidemment, toutes ces dépenses qui ne sont pas réglées et toutes ces recettes qui sont prises sur le dos des Français ont déclenché une certaine alarme du côté de ceux qu'on désigne du doigt comme étant les ultra-riches, les super-riches, les très riches. Et chez les notaires et chez les conseillers en investissement, on assiste à une ruée de gens qui demandent si véritablement il ne se ferait pas mieux de quitter la France. Est-ce qu'il y a un risque, en fait non pas d'évasion fiscale, mais carrément d'évasion des riches? Alors, en fait, il y a deux types d'évasion qui sont aussi dommageables l'une que l'autre. Alors, les derniers très riches qui n'auraient pas pris des dispositions pour échapper à la taxflation française, bon, là, c'est vrai qu'on envoie de très, très mauvais signaux et surtout aux riches chefs d'entreprise, ce qui est souvent le cas, bien sûr. Il y a quelques très très riches parce qu'ils possèdent un patrimoine immobilier considérable, mais l'essentiel, ce sont quand même des fortunes réalisées un petit peu, on va dire au début au début des années 2000, parce que depuis, il y a eu très 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 peu de très très grandes fortunes qui se sont constituées. Je citerai l'exemple d'OVH. Bon, bah, ça a pas mal fonctionné dans les premiers temps, et puis maintenant la société, et c'est incroyable, hein, c'est le numéro en français des data centers, est en difficulté.
Donc, c'est pour montrer à quel point, même si vous êtes sur un créneau extrêmement porteur, vous avez du mal aujourd'hui à véritablement faire fortune. Mais ce qui est très, très dommageable, et quand on parle de quitter la France, c'est surtout les jeunes qui ont du potentiel et qui se disent, moi, si je travaille, enfin, si je tente de développer mon entreprise en France, d'abord, ça va être extrêmement difficile fiscalement. Et si je vais la créer à Dubaï, si je vais la créer en Caroline du Nord, si je vais la créer, bien sûr, classiquement en Silicon Valley, si je suis un petit peu un crack en informatique, euh, d'un côté, je vais garder 80% de la richesse que je crée pour moi, et si je reste en France, c'est 57% de cette richesse qui va m'être confisquée. Autrement dit, on devient millionnaire 3 fois plus vite à Dubaï, Singapour et même en Caroline du Nord, si on a bien sûr pris la précaution de créer ou de domicilier le siège social dans le Delaware, ça va pas fonctionner. Les jeunes qui quittent la France avec leur potentialité, c'est également quelque chose qui est extrêmement dommageable. Et autre richesse qui nous échappe, et parce que d'une certaine façon, là aussi, l'entreprise et les créateurs de richesse ont quelque part quitté la France, ce sont les 1600 entreprises françaises. Alors, il y a bien sûr des cas très, très voyants qu'on connaît tous, hein, les Alstom, les Alcatel, etc., qui ont été bradés à des intérêts étrangers. Mais il y a également toutes ces pépites technologiques françaises, hein, françaises, avec des ingénieurs français et avec des gestionnaires français qui ont été rachetés très, très majoritairement par des firmes américaines avec là le feu vert de Bercy et de l'Élysée, c'est-à-dire que la France se vide également de sa substance la plus prometteuse, parce que contrairement aux États-Unis, où il n'est absolument même pas envisageable un seul instant de vendre une entreprise qui contracte avec l'armée ou qui a une technologie réellement innovante et complètement maître de son créneau, aux États-Unis, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas imaginer de laisser partir une entreprise qui a un intérêt stratégique. En France, tout est parti déjà. C'est pas seulement la fuite des riches et des millionnaires qui est extrêmement dommageable, c'est que ces entreprises françaises ont été rachetées par des entreprises qui, évidemment, elles, jouissent de régimes fiscaux beaucoup plus avantageux, et dans le cas d'une multinationale, donc qui paye globalement entre 8 et 9% d'impôts, contrairement, effectivement, à ce que paieraient ces entreprises vendues aux étrangers et qui seraient, alors là, qui devraient acquitter 33% de taxes, etc. Ah, et d'ailleurs, vous avez raison d'évoquer ce sujet. On est en train en ce moment de regarder si EDF va pouvoir vendre ou non Exaion, donc une de ses filiales. On se rend compte que dans le contrat de vente d'EDF à Exaion, qui pour le moment ne posait pas de problème aux instances dirigeantes de ce pays, on risquait de se retrouver avec l'interdiction de s'occuper d'intelligence artificielle chez EDF pendant 2 ans. Voilà, c'est le genre de détail qui échappe aux gens de Bercy. Dans tout ce qu'on dit depuis le début, il y a en fait 2 mots qui sont ceux que matraquent aussi bien la droite que la gauche: justice fiscale. Et il y a 2 autres mots on aurait envie d'accoler, c'est consentement à l'impôt. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, il est légitime de consentir à l'impôt? Est-ce que véritablement, en ce moment, à l'Assemblée nationale, c'est la justice fiscale qui est servie? Alors, la justice fiscale, mon Dieu, c'est encore un de ces mots valises qui ne veut rien dire, si ce n'est qu'il est l'alibi pour une taxflation à outrance. J'emploie le mot taxflation parce que c'est également le nom d'un rapport qu'on a sorti pour essayer de permettre aux gens d'échapper un tant soit peu, hein, à la rapacité de Bercy. Donc la justice fiscale, mais la France est le pays où cette justice est déjà la plus achevée en Europe. C'est celle
où les 10% les plus riches reversent déjà le plus d'argent aux 90% les moins fortunés. Et en fait, il n'y a que 55% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Alors bon, grâce à l'année blanche, on va avoir d'un seul coup des gens qui vont se retrouver à payer l'impôt alors qu'ils n'en payaient plus. Bref, Mais est-ce que c'est vraiment de la justice, ça, justement? mais non, mais ça, c'est un concept, c'est un concept. Mais quand vous avez le mot justice, qui peut être contre la justice? C'est ça le piège, c'est que déjà, les mots nous mentent. Vous pouvez pas déjà, enfin, on ne peut pas discuter de la remise en cause de la justice fiscale puisque personne n'est contre la justice. Donc, si on vous dit qu'il y ait des pauvres d'un côté ou des moins riches d'un côté et des très riches de l'autre, c'est injuste. Et que tout le monde dise ah bah oui oui bah ah bah oui les riches alors ils ont vraiment trop de privilèges. On va jamais s'en sortir et réfléchir aux vrais problèmes. On va toujours transférer plus d'argent depuis ceux qui ne sont aujourd'hui plus riches, puisque quand on a commencé les discussions budgétaires, un riche, c'était 100 millions. C'est très vite tombé à 10 millions. Et puis, d'un seul coup, on s'est dit, mais finalement, quelqu'un qui a un appartement ou des biens immobiliers de 1 million, ah mais c'est beaucoup d'argent, c'est un riche, puisque 70% des Français n'ont pas ce million. Donc, et puis maintenant, on en arrive avec certains amendements à se dire que le riche, c'est celui qui a 100 000 euros sur un compte et 100 000 euros d'argent, évidemment, improductif, puisque c'est bien connu, on a travaillé, on a payé tous ses impôts pour placer son argent sur des supports improductifs. Et ça, c'est extrêmement injuste. Hein, bien sûr, il faut que cet argent serve aux plus malheureux, hein, si j'ose dire. Donc, cette justice fiscale, en fait, ne veut rien dire. Ce n'est que l'alibi pour continuer de voter pour des gens qui vous disent moi, je vais vous transférer l'argent de ceux qui ont 4 000 euros dans la poche de ceux qui ont 1 400 euros. Et comme ceux qui sont entre 1 400 et 2 500 sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont entre 2 500 et 4 000 ou au-delà, eh bien, vous êtes à peu près certain de vous être assuré un électorat qui se dise « Moi, je vote pour des gens qui vont prendre à ceux qui ont créé de la richesse pour me la donner à moi qui ne crée pas assez de richesse ou qui n'ait pas l'opportunité de m'enrichir. Et la justice, ça serait en fait de donner à chacun les moyens de s'enrichir. Et pour s'enrichir, il faut vraiment s'enrichir soi-même, pas commencer par enrichir l'État. Mais voilà, la logique, c'est ça. Je paye très cher un système et les gens qui le servent pour organiser effectivement la spoliation des créateurs de richesses en faveur de ceux qui en créent le moins, alors que si on imposait moins ceux qui ont la capacité de créer de la richesse, il y aurait probablement beaucoup plus de riches. Et beaucoup plus de riches et surtout de vrais riches ou même des petits riches, mais voilà, qui ne seraient pas menacés par l'État. Philippe Béchal, merci beaucoup de nous avoir éclairé en partie sur ces discussions dont on a l'impression qu'elles passent à côté évidemment de l'essentiel qui est l'avenir de la France, la maîtrise des dépenses publiques, le consentement à l'impôt, bref, ce qui fait un pays aujourd'hui. Bientôt, vous pourrez revenir, j'espère, sur Radio Courtoisie pour nous expliquer à quel point, au bout de ces 70 jours, ce budget est une pure catastrophe, ou peut-être aurons-nous, divine surprise, la joie de voir le gouvernement tomber sur cette question du budget.